parce que le marché est devenu plus exigeant sur certains points, notamment la donnée produit. Tu as beau avoir le logiciel le plus performant du monde, la solution la plus adaptée, si tu n'as pas comptabilisé l'humain dans ton projet, il ne fonctionnera pas, quoi qu'il arrive. Et encore une fois, c'est pas forcément une question d'investissement, c'est une question d'être convaincu que investir, c'est aussi gagner. Bienvenue dans Fab Info, le podcast qui décrypte les enjeux de la donnée produit dans l'industrie. À chaque épisode, on donne la parole à celles et ceux qui vivent la réalité du terrain. Fabricants, distributeurs et experts. On parle format, PIM, e-commerce, relations clients et transformation digitale. L'objectif ? Comprendre comment la donnée devient un levier de croissance, de différenciation et surtout de vente. Je suis Lucas et je suis Paul et ensemble, on vous emmène dans les coulisses de la donnée produit. Fab Info, là où les données deviennent des ventes. Salut Fernando. Salut Lucas. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Et toi? Ça va parfaitement. Ravi de te recevoir ici dans le cadre du salon Rexel Expo à Paris. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ton rôle et te présenter sur notre podcast Fab Info? Alors, moi, je suis directeur marketing de la Société Courant. Et donc, la Société Courant est une entreprise familiale française présente dans le milieu du bâtiment depuis 1953. Donc, on fabrique des gaines, des fourreaux et des grillages pour le milieu du bâtiment dans le secteur de l'électricité, du sanitaire et travaux publics. Et donc, du coup, moi, je gère toute la partie marketing, data, agencement, événementiel, etc. Alors justement, je crois savoir que ton poste a récemment un peu évolué, ou en tout cas évolue chez Courant. Déjà, ça fait combien de temps que tu y es? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces évolutions? Alors, moi, ça fait 11 ans que je suis chez Courant. J'ai commencé en tant qu'alternant, puis assistant, puis responsable. Depuis pas très longtemps, le mot de directeur est venu s'associer à ça pour un nouveau volet en fait sur la partie performance commerciale, gestion plutôt de la politique, en tout cas de notre mécanisme interne au niveau relations clients, gestion tarifaire, etc. On y reviendra justement, ça va être l'objet de cet épisode. Entre autres, qu'est-ce qui a changé entre ton arrivée chez Courant en tant qu'alternant et aujourd'hui ton poste de quasi-directeur? Qu'est-ce que tu as vu changer autant dans ton rôle que peut-être dans l'entreprise? Alors, dans le rôle, je dirais que ça a évolué parce que j'ai commencé en apprenant de la personne qui était en place chez nous. Donc, c'est un mélange de ce que j'ai pu apprendre en école plus l'ADN de Courant qui m'a été transmis, qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, l'expérience des personnes qui sont passées par là, plus celles qui sont là aujourd'hui. Et donc, l'évolution, en tout cas, que moi j'ai apportée, c'est, on va dire, déjà l'évolution se calquer par rapport au marché, parce que le marché est devenu plus exigeant sur certains points, notamment la donnée produit. Et forcément, moi, de par ma génération aussi, qui fait que je suis plus informatisé sur certaines choses. Donc voilà, moi, mon atout, c'est l'apport de ces nouveaux besoins pour une entreprise, même pour une PME comme Courant, qui font aussi les différences de demain et déjà d'aujourd'hui. C'est important d'être sur un salon comme Rexel Expo. Oui, Essentiel. c'est essentiel parce que c'est un événement qui est incontournable. Dans le milieu de l'électricité, c'est un des événements majeurs et les plus importants du métier. Donc, Il est un petit peu atypique dans le sens où il est organisé par un distributeur, l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros sur l'électricité. c'est ça. C'est quoi l'objectif sur une semaine comme celle-ci pour un industriel comme Courant? Pour un industriel comme Courant, l'objectif il est double. Pour nous, c'est déjà d'avoir dans un même endroit nos interlocuteurs, que ce soit au niveau national, régional, et puis aussi pour nos commerciaux, enfin nos équipes commerciales, de rencontrer le client final aussi. Donc, ils ont l'habitude de les voir sur le terrain, dans les agences. Donc, le fait de les rassembler aussi sur une semaine, c'est ce côté convivial, l'échange. Et aussi forcément voir des personnes qu'on n'a pas vues ou qu'on voit peu. Donc c'est vraiment l'occasion de rassembler, de le condenser sur une semaine. Nous, ce qu'on cherche essentiellement, c'est le relationnel humain, avant tout. Et au-delà de cette relation commerciale, toi au niveau marketing, entre autres, qu'est-ce que tu en retires? Est-ce qu'on arrive à exploiter des données ou des choses de ces salons? Alors, des données, pas forcément.
Après, d'un point de vue marketing, moi, c'est surtout de voir mes interlocuteurs, de voir aussi ce qui se fait autour chez les autres fabricants, les innovations, les lancements, tout ce qui on ne voit pas forcément quand on voit dans une agence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salon nous permet d'aller au-delà dans l'exposition des produits, dans les mécaniques, dans les offres. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ce qui est normal parce qu'une agence ne peut pas refléter l'intégralité d'un salon. La vocation à inspirer aussi. C'est ça. Ok. L'année 2025 va toucher tout doucement à sa fin. On est encore dans une période, entre autres, de budget aussi. C'est ça. Est-ce qu'il y a des premiers bilans qui sont réalisés de 2025? C'est quoi, toi, déjà, ton intuition sur cette année? Comment tu l'as En termes décrit? de performance. De performance globale, ouais. Alors, nous, sur notre famille produit, il y a eu plusieurs événements récents qui ont fait qu'il y a eu des évolutions au niveau des stratégies, au niveau des clientèles, etc. Mais voilà, c'est une année, on va dire, plutôt étale par rapport à l'année 2024. Donc, on est un petit peu aussi, de par la politique générale, dans un flou qui fait qu'on a très peu de vision sur le court et le long terme. Mais voilà, donc l'année 2025 sera, on va dire, à peu près identique à celle qui l'a précédée, avec quand même, je l'espère, des bonnes perspectives pour l'année 2026. Avant justement de se projeter sur 2026, est-ce qu'il y a eu quand même des gros bouleversements, même peut-être internes, des gros projets que tu as pu mener sur 2025? Est-ce que cette année, elle a été comme tu le souhaitais à titre personnel? Alors oui, à titre personnel, oui, ça a été une très bonne année. Après nous, justement, c'est aussi une période de refonte, de remise en question. Enfin, de toute façon, il faut toujours, quoi qu'il arrive, être constamment dans la remise en question. Mais en ce qui nous concerne, nous, oui, c'est une année qui va nous permettre de rebondir sur des nouvelles méthodes, l'ajout de nouveaux fonctionnements et de gains en fait en termes de performance commerciale. Ça va être notre défi. C'est déjà notre défi et ce sera celui qui va continuer à nous animer dans les années à venir parce que nous ne sommes pas les seuls, on est une PME, il y en a beaucoup qui travaillent de façon différente les unes des autres, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même savoir se renouveler et du coup apporter des nouvelles choses pour continuer à être compétitif, mais aussi quelque part générer un entrain global au niveau de tout le monde. Que ce soit moi ou toutes les équipes, c'est toujours bien d'apporter des évolutions, du changement pour justement ne pas stagner et avoir toujours envie d'apprendre et de continuer de se développer. Qu'est-ce que ça change de réunir la performance commerciale et le marketing? Comment tu te projettes? Est-ce que déjà tu es à l'initiative aussi de cette proposition? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Alors, ce que ça va changer, c'est que le marketing est un terme très vaste. C'est vrai. Donc, le définir, on a tous notre propre vision du marketing. Mais, c'est quoi ta vision du marketing? Moi, ma vision du marketing, c'est qu'il existe des marketeurs, on va dire, généralistes, comme moi, qui gèrent un peu différents domaines à l'aide aussi d'un réseau, hein, parce que du coup, je suis tout seul chez Courant, mais il y a aussi tout un réseau de prestataires avec moi qui m'accompagnent. Mais c'est tout un univers, en fait, plein de différentes fonctionnalités. Ça peut être le marketing digital, ça peut être la communication, ça peut être le développement, même si ça chevauche un petit peu avec les compétences informatiques. Alors pour moi, le marketing, il est l'événementiel, il y a plein d'aspects qu'on peut associer ou dire que c'est du marketing, mais en réalité, c'est un univers de métier en fait. Et pourquoi on vient ajouter alors cette brique performance commerciale? Ça te paraît cohérent, j'imagine, mais oui, parce que c'est un lien forcément. Quand on parle, le commerce et le marketing ont toujours été étroitement liés. Et en tout cas pour moi, le fait d'avoir une aisance et aussi, on va dire entre guillemets, une passion pour la partie plutôt informatique, la partie digitale, on va dire, hein, même si c'est pas toujours, j'aime pas trop ce mot parce que en fait moi j'aime lier l'humain à l'informatique en faisant justement en faisant le lien et en prenant le fait que l'humain et l'informatique peuvent se lier d'une façon intelligente qui nous permettra d'être performants ensemble. Il ne faut pas, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être un peu réfractaires
nouvelles technologies, nouveaux concepts, etc. Mais il faut comprendre que l'informatique, elle peut avoir des bienfaits quand elle est utilisée d'une bonne manière, que ce soit pour un commercial comme pour quelqu'un qui est au marketing. Tu as des exemples de projets concrets que tu souhaites mettre en œuvre après avoir réuni ces deux pôles? On a souvent l'habitude en plus de ce sont un peu silotés, c'est même décrit souvent dans les PME ou plus grandes industries, souvent travailler en silo, marketing, Oui. commerciaux. Là, bah, ça va changer complètement. Qu'est-ce que tu as en tête comme projet par exemple? Changer complètement, non, parce que je pars du principe qu'il ne faut pas tout révolutionner de A à Z du moment que ça. Enfin, tant qu'on est dans une structure qui fonctionne, il n'y a pas de besoin de tout révolutionner, mais apporter des nouveautés sur certains points pour justement travailler sur le gain de temps, travailler sur l'efficacité, devenir plus performant dans la réponse à nos clients, plus professionnel, etc. Donc l'objectif, ce sera ça surtout. Ce sera de venir en fait accompagner ce qu'on fait aujourd'hui, de l'améliorer petit à petit pour voir où ça nous, jusqu'où ça peut nous mener ou jusqu'où l'équipe aussi elle adhère et elle est intéressée par ce qu'on peut lui proposer. Il faut pas oublier que nous, en tout cas dans notre métier et dans notre ADN chez Courant, c'est l'humain qui prime. On a toujours été comme ça et on le sera toujours. Et on est convaincu qu'avant quoi que ce soit en termes d'outils informatiques, etc., il y a un humain derrière et il y a aussi un humain en face qui a envie d'avoir des relations humaines, mais aussi accompagnées d'une performance digitale, si je peux dire, une performance informatique qui va au final faciliter l'échange parce que moins on prend du temps pour l'administratif et plus on en gagne pour le relationnel. Est-ce qu'on parle encore de projet de transformation digitale dans ces cas-là ou est-ce que ça y est, c'est passé? Je dirais pas transformation digitale, je dirais plutôt évolution dans le fonctionnement d'une façon large. Forcément, le digital aujourd'hui, il est indispensable. Aujourd'hui, on n'a plus d'informatique, ça pourrait devenir très compliqué. Donc l'objectif, oui, ça va être d'apporter des nouveaux outils qui vont nous permettre, nous, administrativement parlant, être plus performants, et puis peut-être aussi dans la performance client, dans le suivi client, on va dire, être plus rigoureux. Il y avait une forme de réticence à un moment donné. En tout cas, on entendait beaucoup de transformation, de révolution digitale, parfois même que les commerciaux terrain pourraient être remplacés. C'est des choses qu'on entendait qui faisaient peur. Est-ce que toi, tu l'as vécu, tu l'as vu? Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que justement, ça y est, la pédagogie, l'évangélisation est passée par là Moi, à mon échelle, ce que j'ai entendu, c'est que le mot CRM peut faire peur. Donc, par exemple? Voilà, par exemple, c'est le plus. Enfin, des exemples que tu as donnés, moi, c'est un peu celui que je retiens le plus. Et donc, l'objectif, pour moi, c'est pas de convaincre, parce que j'en suis convaincu, mais c'est de se dire que justement, l'outil informatique et l'humain peuvent travailler ensemble de façon intelligente. Et en fait, il faut justement, là où on doit être vigilant, c'est prendre en compte l'humain dans ce genre de projet. C'est-à-dire que quand on veut lancer, pas forcément un CRM, parce que nous, ce ne sera pas forcément l'objectif, mais quand on veut lancer ce genre d'outil dans une équipe, il faut être sûr que déjà l'équipe, elle est adaptée, qu'elle est formée et qu'elle est accompagnée. Si on oublie en fait l'équipe dans ce projet-là, c'est sûr que le projet n'aboutira pas. Tu as beau avoir le logiciel le plus performant du monde, la solution la plus adaptée, la plus riche, tout ce que tu veux, si tu n'as pas comptabilisé l'humain dans ton projet, il ne fonctionnera pas, quoi qu'il arrive, même si c'est le meilleur outil que tu peux avoir. Les projets d'outils, là maintenant on rajoute à ça l'IA. Oui. C'est quoi ta vision à toi par exemple? Est-ce qu'il y a des projets concrets qui sont évoqués en interne chez Courant pour encore une fois optimiser, mettre cette technologie au service de l'humain? Alors moi déjà de ma génération en termes de l'IA, je commence à être dépassé, même à la trentaine. Donc alors pour moi l'IA c'est un outil qui est fantastique. Par contre aujourd'hui moi-même je ne suis pas suffisamment formé là-dessus pour dire je vais l'implanter. Je l'utilise bien évidemment à titre professionnel. Après, avoir une idée de ce que ça peut donner à l'échelle de notre fonctionnement, très honnêtement, aujourd'hui, j'en suis très loin. Projet par projet. Projet par projet. Mais oui,
inévitablement, l'intelligence artificielle, si elle est adaptée à notre fonctionnement, je l'utilise moi pour mes outils marketing propres. Donc, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas s'adapter à tout type d'outils. 2026 alors, qui arrive, comment tu te projettes en termes de projet, en termes de performance commerciale aussi? On l'a dit, on est dans un contexte un peu flou, un peu particulier en ce moment, surtout dans le bâtiment. Est-ce que tu es optimiste, toi, à titre personnel pour l'année à venir? Alors oui, je suis optimiste parce que nous, on a toujours un bon entrain, on a une bonne dynamique dans l'équipe. Donc, je n'ai pas de souci particulier pour l'année 2026, si ce n'est que il faut qu'on continue dans notre rythme qui nous est propre. Et en termes de projet, oui, on va faire en sorte d'apporter de la nouveauté sur cette année, sur la partie accompagnement et gain de temps surtout pour notre équipe commerciale. On se rend compte quand même que l'administratif, il est pesant à tous les niveaux. Moi-même, dans mon métier de marketing, l'administratif est pesant. Donc l'objectif, ça va être de soulager au mieux possible et encore une fois en prenant en compte, en mettant l'utilisateur au centre, en mettant l'humain, la personne qui va s'en servir au centre du projet pour faire en sorte que ce qu'on va mettre en place et ce qu'on va proposer sera adapté à ses besoins. C'est un levier stratégique. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu en vois d'autres pour cette prochaine année? Alors, un autre levier stratégique pour cette prochaine année, ça va être en dehors des nouveaux outils, c'est aussi l'accompagnement sur la partie formation de nos équipes. Donc, être un peu plus pédagogue dans mon rapport avec eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une équipe de vente qui est en place. Donc, nous, l'objectif, ça va être d'aller plus loin avec eux, ensemble, de faire en sorte qu'eux aussi soient captivés par ce qu'on a envie de leur proposer et qu'ils montent en compétence en fait avec nous. Comment Donc, on fait le pôle formation. Comment on fait du bon marketing B2B, notamment en interne, ça m'intéresse beaucoup. Comment on aide les commerciaux? Tu as évoqué un mot qui est fort quand même, ensemble justement. Ensemble, bon, au niveau de la stratégie, ensemble, j'imagine, commercial et marketing. C'est ça. Comment ça se matérialise et c'est quoi les bonnes pratiques pour que ça fonctionne, marketing, commerciaux, chez un industriel comme Courant? Alors pour moi, les bonnes pratiques, déjà, c'est la proximité. C'est de maintenir le contact avec eux en leur faisant comprendre que justement, ils font partie entière et ils sont au centre de ce que nous, on met en place. Pour moi, c'est ce qu'il y a de primordial. Et le deuxième point, c'est la communication, c'est de leur mettre à dispo le plus d'infos possible pour qu'ils soient justement informés de quel est l'objectif final de ce qu'on est en train de construire. Donc à partir de là, une fois que ces deux composantes elles sont en place, je pense que si la personne elle adhère, si tu sens que la personne elle a envie d'adhérer, forcément au bout du bout, la solution qui arrivera, elle ne peut que correspondre. On a parlé de commerce, on va parler justement de prix. On en parle alors. Courant est client de la solution d'ITO. Oui. C'est un sujet Heureux client. Heureux client, c'est gentil. On parle souvent de prix ensemble justement et de comment on pourrait faire évoluer cette gestion sans trahir de secrets ou dévoiler des choses chez Courant. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu l'état des lieux de la gestion tarifaire, notamment avec la distribution? Ça tombe bien, on est chez Rexel. C'est quoi les grands enjeux autour de la gestion tarifaire de sa distribution, de ses distributeurs? Alors, les grands enjeux sont administratifs essentiellement, parce que bon, aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, la politique tarifaire, la stratégie tarifaire, de comment on propose, comment on envoie, comment on met en place les tarifs chez les clients aujourd'hui, ça fonctionne. Par contre, on se rend compte que c'est très chronophage, beaucoup de perte de temps, beaucoup d'administratifs, donc que ce soit par nos équipes commerciales, que ce soit par l'administration des ventes ou par moi-même. Le fait de l'organiser autrement pourra nous faire gagner beaucoup de temps et aussi beaucoup de professionnalisme dans l'approche et surtout un suivi qui est très important, une possibilité de suivi, de visibilité par toutes les équipes parce que forcément on n'est pas tous ensemble tout le temps. Donc c'est ce qui va améliorer les choses. Quand tu prends un peu de hauteur sur cette relation avec les distributeurs, est-ce que tu l'as vu évoluer? C'est une question que je pose souvent dans le podcast, mais comment tu fais l'état des lieux, toi, de cette relation entre industriels et distributeurs, particulièrement en B2B
comme Courant le vit. Est-ce qu'il est spécifique? Est-ce que c'est notamment sur le marché français? Est-ce que cette distribution elle est un peu spécifique? Est-ce qu'elle est différente des autres pays européens? Quelle spécificité tu vois sur ce marché? Alors, pas spécifique par rapport aux autres pays, je sais pas, parce que j'en ai fait qu'un. Mais je peux dire que dans la distribution, il y a différents modes de fonctionnement déjà. D'un distributeur à un autre, les besoins sont pas les mêmes, les questions sont pas les mêmes, on n'est pas au même niveau, aux mêmes exigences. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on a mis en place d'ITO, c'est parce que ça nous permet de répondre à l'intégralité des besoins de chaque client. S'il a besoin d'informations logistiques juste, simplement, s'il a besoin d'un Fab 10, ben, on peut répondre. S'il a besoin d'une matrice prix spécifique, d'une conversion d'unité, etc. Enfin, c'est l'outil qui nous a permis, nous, de répondre à 100% de nos demandes sans difficulté particulière, avec simplement forcément de la mise en place. Et de passer un cap justement sur la data? Ah oui, tout à fait. Ça, Tu peux nous en parler un peu, alors au-delà d'ITO, hein, mais la data a vraiment évolué chez Courant, particulièrement là, sur les dernières années? Chez Courant, oui, elle a fortement évolué depuis le lancement du Fab 10. Donc ça nous a permis, nous, déjà de nous inquiéter de notre donnée produit. Et donc ça, c'est un projet qu'on avait mis en place à l'époque avec mon ancien responsable. Ça a commencé au tout début du lancement du Fab 10. Et petit à petit, on y est allé crescendo jusqu'à intégrer l'ITO. Et puis en fait, on se rend compte que l'amélioration est continue parce qu'il y a toujours besoin de restructurer, de remanier, de réalimenter les bases de données pour faire en sorte qu'elles soient plus intéressantes. C'est quoi ton avis sur le format de fichier Fab 10? Qu'il faudrait l'utiliser tout le temps. Beaucoup plus? Encore plus? Oui. Donc, c'est vrai qu'on voit quand même encore, pas forcément dans le métier d'électricité, mais plutôt sanitaire, travaux publics, des endroits où il y a moins d'utilisation du Fab 10, donc qui se démocratise encore plus en fait, parce que c'est vraiment un format qui est très complet et on parle tous le même langage, donc ça nous évite en fait de faire des matrices, même si l'application d'ITO elle est très bonne pour faire des matrices, mais si on peut faire que du Fab 10, c'est très bien aussi. On va toujours éviter d'en faire, d'adapter ces produits aux différents formats. Qu'est-ce qui fait que c'est quoi ton avis? Pourquoi ça traîne encore? Pourquoi ça met du temps à… Je pense qu'il y a certaines entreprises qui ont des systèmes informatiques qui sont plus complexes que d'autres et qui font que aussi il y a un investissement, hein, forcément. Mais encore une fois, c'est pas forcément une question d'investissement, c'est une question d'être convaincu que investir, c'est aussi gagner. Donc nous, c'était le cas avec d'ITO et avec le besoin de monter en gamme au niveau de notre qualité de data. C'est qu'on a compris que, ok, on investit, mais par contre, on sait qu'on sera fortement gagnant par la suite parce qu'on va gagner du temps et on va être plus performant en termes de qualité de données produits. Donc je pense qu'aujourd'hui, les enjeux, ce sont les mêmes un peu pour tout le monde. Donc il y a effectivement ce côté complexité au niveau du système informatique de chacun, mais il y a aussi ce côté convaincre que investir dans sa donnée, c'est aussi gagner du temps et être plus performant à l'avenir. Est-ce que les distributeurs sont reconnaissants derrière? Est-ce que tu as vu évoluer la relation? Est-ce que c'est donnant-donnant aussi cette qualité de données? Ils sont très satisfaits du fait qu'on puisse être réactif. Okay. Ça, et de la qualité de noter forcément, parce que comme notamment Rexel chez qui nous sommes aujourd'hui, ils sont très performants là-dessus. Et donc on nous fournit des scorecards qui nous permettent déjà d'analyser là où nous en sommes et aussi de voir comment on peut évoluer ensemble sur la qualité de données pour se caler au mieux sur leur KPI, leurs indicateurs clés de performance. Est-ce qu'il y a J'ai utilisé un mot anglais parisien. Est-ce qu'il y a une différence de traitement? Est-ce qu'il y a une différence de traitement en fonction de la position aussi sur le marché vis-à-vis du distributeur? Est-ce que le rapport de force, vous le sentez en fonction de la position sur la verticale que vous adressez? Est-ce que tu peux sentir une relation un peu différente par rapport à un industriel leader ou au contraire complètement challenger? Est-ce que ça change ça au niveau du distributeur ou c'est moins vrai qu'avant peut-être? Non, pas forcément. On ne se sent pas forcément ce sentiment d'être dominé. Non, c'est pas quelque chose qu'on ressent quand on discute avec les distributeurs, quels qu'ils soient. Au contraire,
Enfin, nous, en tout cas, de par notre ADN aussi, hein, on est une entreprise familiale française, on appartient à la famille Courant. Et donc ça, c'est plutôt un ADN que nous, on prône et c'est quelque chose dont on est fier de mettre en avant. C'est une force. Voilà, et qui se voit en fait. Donc on est content de ce qu'on est. Et, ça fait aussi, entre guillemets, chaud au cœur aux distributeurs de voir encore des entreprises comme la nôtre continuer de performer et continuer d'être présents sur ce marché. C'est beau ce que je dis. Hein. Ouais. Est-ce que la relation, ça venait du cœur, hein. Est-ce que la relation pour toi justement, elle est peut-être un peu plus factuelle maintenant, grâce à toutes ces données, ces échanges, ces procédés, par rapport à avant où elle était peut-être un peu plus intuitive, un peu plus émotionnelle, un peu plus basée sur la confiance uniquement? Il y a toujours les deux. Les deux encore? Il y a toujours les deux. Il y a le côté effectivement humain. Donc ça a toujours. Et c'est ce que j'aime aussi dans le milieu du bâtiment, c'est que l'humain il est encore très présent, que ce soit dans les relations professionnelles, comme avec le client final, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important et j'espère que ça continuera pendant longtemps encore parce que c'est ce qu'on aime. Et il y a le côté, je vais pas dire le côté professionnel, mais le côté rigueur. De la donnée produit, etc. Donc, il y a le mélange des deux. Est-ce que le bâtiment est à la traîne pour toi sur ce sujet? Données, digitalisation. Tu citais la force du relationnel pour le coup, oui. Qui a ses propres bâtiments aussi. C'est vrai que c'est un des secteurs qui Par a rapport maintenu... à d'autres secteurs, oui, le secteur du bâtiment il est en retard sur certaines parties-là. Mais on sent quand même depuis quelques années qu'il y a une vraie impulsion là-dessus. De plus en plus. On voit moins de distribution en retard sur certains points. On commence à voir que n'importe quel acteur aujourd'hui devient exigeant sur ce point-là. Merci pour cet échange, Fernando. Merci pour ton temps. Merci à toi et merci à Daiteo. Et bon salon. Également. Fab Info, là où les données deviennent des ventes.